Imaginons un instant, être un jouet mécanique, complètement incapable de bouger, tant que quelqu'un ne vient pas tourner notre clé. C'est exactement le point de départ d'Annie, dans Claudine s'en va, le roman de Colette de 1903. On va plonger ensemble dans son parcours incroyable, de la soumission la plus totale au tout premier frémissement de rébellion. Le roman s'ouvre comme ça, avec ses deux phrases, presque un souffle. Dès les premières lignes, Colette nous jette au cœur de la crise d'Annie. Son mari, Alain, n'est plus là. Et avec son départ, c'est tout son univers qui s'écroule. Elle est tellement perdue qu'elle se répète la nouvelle, encore et encore, comme pour essayer de la rendre réelle, de la comprendre. Et voilà, c'est la métaphore qui est au cœur de tout le livre. Annie se voit elle-même comme ça, un jouet inutile dont on a égaré la clé. Sans son mari pour la remonter, pour lui dire quoi faire, elle n'a plus d'identité, plus de volonté propre. Sa seule raison d'être, c'était d'exister pour lui. Et maintenant, la clé est perdue. Mais alors, la question c'est comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut s'intéresser à l'architecte de cette prison dorée. Son mari, Alain. C'est lui qui a méticuleusement bâti cette dépendance, brique par brique. Parce que même en étant absent, Alain contrôle absolument tout. Il lui a laissé un emploi du temps, un véritable manuel d'instruction qui dicte chaque seconde de sa vie. Qui elle peut voir, comment s'habiller, ce qu'elle a le droit de lire, tout y est, noir sur blanc. Ce n'est pas un simple guide, c'est une véritable cage de papier. Et la réaction d'Annie face à ce contrôle absolu, une acceptation totale. Sa propre analyse d'elle-même est d'une simplicité terrifiante. Je ne sais rien, qu'obéir. En quelques mots, on mesure toute la profondeur de son conditionnement. C'est la seule chose qu'elle pense savoir faire. Et ça va même plus loin, ça s'infiltre jusque dans les mots d'amour. Alain la surnomme sa petite esclave. Il le dit soi-disant, sans méchanceté. Mais le mot lui-même est lourd de sens. Il cimente son rôle de subalterne et le déséquilibre de pouvoir qui est au cœur de leur mariage. Mais attention, cet ordre si parfait, si rigide, est sur le point de voler en éclats. Deux femmes vont entrer en scène et elles sont prêtes à dynamiter le petit monde bien rangé d'Alain, sa propre sœur, Marthe, et son amie, la fameuse Claudine. Annie se retrouve tout d'un coup face à trois visions de ce que c'est qu'être une femme. D'un côté, il y a elle, la petite esclave soumise. En face, Marthe, la marquise pour barricade, calculatrice qui tord les règles à son avantage. Et enfin, Claudine, une âme libre, indocile, qui, elle, ignore tout simplement les règles. Ce contraste va être le déclencheur. Et le premier coup, il vient de Marthe. Alors qu'Annie est là, en pleine admiration devant un portrait de son mari, elle pose cette question toute simple à sa belle-sœur. « Qu'est-ce que tu lui trouves ?» Annie, bien sûr, s'attend à un compliment, à une confirmation de son adoration. Mais la réponse de Marthe est tout autre. C'est brutal, c'est irrévérencieux. Et c'est drôle. C'est extraordinaire ce qui ressemble à un coq. Pour Annie, c'est un véritable choc. Pas parce que c'est faux ou méchant, non. C'est un choc parce qu'elle réalise au fond d'elle que c'est vrai. C'est la toute première fissure dans l'image parfaite de son mari. Et cette petite fissure, eh bien, elle va laisser passer un peu de lumière. Quelque chose commence à germer en Annie. Son éveil ne passe pas par une grande déclaration, pas du tout. Ça commence par de tout petits actes de rébellion, faits en secret. D'abord, elle prend de l'éther en cachette, une substance qu'Alain méprisait. Ensuite, elle fait monter son chien Toby dans sa chambre en animal qu'il avait banni. Et enfin, le grand saut. Elle va voir Claudine, en défiant ouvertement l'emploi du temps. Chacun de ces actes est une petite victoire, une transgression qui a une signification énorme pour elle. L'éther, la substance interdite, va avoir un effet complètement inattendu. Il lui provoque un rêve où les rôles sont inversés. Alain n'est plus le maître, il redevient un petit garçon, passif, et elle, pour la toute première fois, n'est plus dominée. Ce rêve lui montre son mari sous un autre jour, comme un être finalement assez vulnérable. Ces petites victoires lui donnent du courage. Elle se sent prête maintenant à affronter la vérité, même si elle fait mal. Alors elle va la chercher là où elle est sûre de la trouver, auprès de la personne la plus directe, la plus honnête qu'elle connaisse, Claudine. Voilà l'aveu d'Annie à Claudine. C'est poignant, c'est un véritable appel à l'aide. Elle est désespérée de comprendre cet homme qui a défini toute sa vie, et elle sent bien que personne ne lui dit la vérité. Elle cherche un miroir qui ne soit pas déformé par la peur ou les conventions. Claudine, au début, il va avec prudence. Elle commence son analyse. Il vise à la distinction, il décroche la correction, c'est toujours ça. C'est un compliment très, très mesuré. En fait, c'est presque un peu méprisant. On sent que le vrai coup se prépare. Et le voilà, le coup de grâce. Une phrase crue, vulgaire, mais d'une honnêteté absolument brutale. Il a du snobisme dans le cœur et une tringle dans le fondement. En une seconde, cette description démolit ce qui restait des illusions d'Annie sur Surmaître. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est la réaction d'Annie. Elle n'est pas en colère, elle n'est pas choquée.
Elle est reconnaissante. Elle remercie cette âme indocile et sincère de lui avoir enfin dit la vérité, aussi douloureuse soit-elle. C'est la confirmation qu'elle attendait sans le savoir. Elle se sent libérée. Alors, au final, où en est-on? Le monde d'Annie, ce monde si bien construit par Alain, est en ruine. Toutes ses certitudes ont volé en éclats. Elle se retrouve face à un vide, ce qui est terrifiant, bien sûr, mais c'est aussi un espace de liberté immense. Pour la première fois de sa vie, elle doit se demander qui elle est vraiment, sans personne pour tourner la clé. Et donc, on termine sur cette question. La porte de la cage d'Annie est enfin ouverte. Mais après tant d'années passées en captivité, est-ce qu'un oiseau sait encore comment voler? C'est tout l'enjeu de ce qui va suivre pour elle. Voilà pour cette exploration. À très bientôt.